RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du jeudi 5 février, pas d'état de catastrophe naturelle reconnu après la tornade du 20 octobre dernier. Les élus se mobilisent. Après 6 mois de mandat, elle est candidate à sa réélection à Bessancourt. Nathalie Dervaux est avec nous dans un instant. Des lycéens se mobilisent suite à de nombreux retards de bus depuis janvier. On y reviendra. Et côté météo, demain, la journée est encore nuageuse et ponctuée d'averses. Comptez 8 en minimale, 14 en maximale. On le disait dans les titres, l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu après la tornade du 20 octobre qui avait notamment touché les communes d'Ermont et Franconville. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, une décision vivement contestée par plusieurs maires qui ont saisi le ministre pour demander une réétude du dossier. Parmi eux, Xavier Melki, maire de Franconville, qui dénonce une décision difficilement compréhensible au regard de l'ampleur des dégâts humains et matériels. Le député Benoît Blanchard a également interpellé le ministère, alerté par les difficultés rencontrées par les habitants touchés par cet épisode météorologique exceptionnel. Les élus locaux estiment que ce refus prive les sinistrés des dispositifs d'indemnisation liés à la solidarité nationale. Le préfet du Val d'Oise a prononcé hier la fermeture d'un supermarché Aldi de la ZAC de Tissonvilliers à Villers-le-Bel. Cet établissement présentait, selon les autorités, un danger grave pour la santé publique qui avait notamment constaté la présence d'excréments de rats dans les chambres froides destinées à stocker les fruits et légumes, des risques d'intoxication alimentaire et de zoonose, c'est-à-dire de maladies ou d'infections qui se propagent des animaux vertébrés à l'homme, ont notamment été détectées au sein de l'établissement, des raisons qui ont conduit à la fermeture du magasin qui sera levée dès que l'établissement sera aux normes en vigueur. 6 mois de mandat de maire de Bessancourt est déjà devant les électeurs. Nathalie Dervaux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Merci. Vous repartez en campagne avec la liste Dynamique Bessancourt. Vous avez succédé à Jean-Christophe Poulet en octobre dernier. Vous devenez la première femme maire de Bessancourt d'ailleurs. Quel bilan vous en tirez et qu'est-ce qui vous fait y retourner aujourd'hui ? Alors, un bilan sur 6 mois, c'est difficile. Voilà, c'est quand même très court pour faire un bilan. Ce qui me pousse à y retourner, c'est exactement les raisons qui m'ont fait y aller en octobre. C'est le prolongement de 12 ans de mandat précédent. J'étais première adjointe dans le mandat précédent et voilà. Et quand Jean-Christophe Poulet a démissionné, c'était une question de, c'était logique en tout cas pour moi, ça faisait sens. Et puis c'était aussi la raison pour laquelle c'est moi qui me suis présentée, c'est parce que j'avais été élue en 2023 par les membres de mon groupe pour pour prendre la suite de Jean-Christophe Poulet qui avait dit qu'il arrêterait de toute façon. Continuer l'action municipale qui a été menée à Bessancourt. C'est quoi vos priorités aujourd'hui pour ce prochain mandat ? Alors, en fait, tout est une priorité. Bien sûr. Mais si on devait... la première, c'est le cadre de vie. C'est-à-dire que c'est très important pour les habitants, et ça l'est pour moi aussi, c'est évident. C'est la propreté de la ville, l'entretien des voiries. Il y a un certain nombre de choses comme ça auxquelles tout le monde est attaché. Le fleurissement. Il y a aussi la sécurité. Même si Bessancourt est une ville sûre, la population a beaucoup augmenté. Donc il faut que les effectifs de la police municipale augmentent aussi en rapport avec l'augmentation de cette population. Et puis on a aussi beaucoup d'espaces naturels, puisqu'on a 60% d'espaces naturels à préserver. Et donc il faut que la sécurité, la surveillance du territoire soit renforcée. Et puis il y a aussi la maîtrise de l'urbanisation pour toujours préserver nos espaces naturels. Voilà, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Mais on va reparler de tout ça et de quelques-uns de ces sujets. Effectivement, Bessancourt aujourd'hui, c'est environ 8500 habitants, un peu plus aujourd'hui. Oui. Comment on gère justement cette démographie qui grandit, qui évolue ? Ça nécessite d'être visionnaire pour l'avenir, ça nécessite de réfléchir à beaucoup de services qu'il faut apporter à ces nouveaux habitants, des places en crèche, des tas de services liés à la vie municipale. Il faut être, les habitants ont des besoins, il faut répondre à ces besoins, donc c'est un travail assez dense, mais nécessaire et intéressant. Un sujet qui revient sur toutes les campagnes, c'est la santé. À Bessancourt, comment vous envisagez ce sujet-là ? Aujourd'hui, on a plein de villes qui manquent de médecins, où des médecins partent à la retraite, etc. C'est quoi votre vision aujourd'hui ? Alors, à Bessancourt, on vient juste là, lundi, il y a une maison de la santé qui a ouvert parce qu'on est parti d'un constat. En 2023, les 2 médecins généralistes qui étaient sur la ville devaient quitter les locaux dans lesquels ils étaient. Donc, si on n'avait pas créé cette
maison de santé, eux, seraient probablement partis ailleurs. Et puis, cette maison de santé nous permet d'accueillir aussi beaucoup d'autres professions, d'autres médecins généralistes à venir, mais évidemment d'autres professions de santé, orthophonistes, podologues, sages-femmes, enfin voilà. Il faut les trouver aussi, ces médecins. C'est un enjeu, j'imagine, d'attractivité aussi de la commune. Comment on va chercher justement ces médecins ? Et c'est pas simple du tout, parce qu'effectivement, il y a en plus les villes, même dans les villes du Parisis, on se fait concurrence. C'est là où il faut qu'on arrive, nous, à se mettre d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, qu'aucune ville ne propose de gratuité des loyers, parce que sinon, évidemment, celui qui propose un loyer gratuit, il y aura plus... Voilà, c'est une organisation qu'il faut aussi qu'on ait entre nous. Ça peut pas... C'est difficile de le gérer uniquement au niveau de notre ville. Il faut aussi qu'on en parle aux voisins, en fait, et qu'on se mette d'accord. Je voudrais qu'on parle un peu du contexte de ces élections. Aujourd'hui, il y a 3 listes qui se dégagent, avec notamment une liste qui s'est dégagée de l'ancienne majorité. Quel regard aujourd'hui vous avez sur les listes concurrentes ? Chacun fait sa campagne. Moi, j'ai pas un regard particulier. Il y a notre opposant actuel qui est au conseil municipal qui fait sa campagne. L'autre liste qui est issue effectivement de notre groupe majoritaire fait une campagne, à mon avis, assez électoraliste, mais ça les regarde. Et nous, on suit notre chemin, on propose, on a des projets qu'on propose aux habitants. Et puis, on a aussi un bilan et donc des acquis qui font foi. Sur le bilan, justement, votre opposition, elle a publié des chiffres qui parlent de vos engagements, et des engagements de la majorité annoncés en 2020. On parle de 25 engagements annoncés, 14 promesses non réalisées, 7 promesses partiellement réalisées. C'est des chiffres qui vous parlent ou pas du tout ? Alors, ils ne sont pas exacts, puisqu'on a réalisé à peu près 85% de nos engagements. Certains engagements n'ont pas pu être réalisés, effectivement. Je crois on parlait d'un gymnase, d'une salle polyvalente. Et c'est une salle qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu la crise du Covid en début de mandat. Il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix des matériaux, qui a beaucoup compliqué la mise en place mais bon, on le remet sur notre programme et ça va avoir lieu puisqu'on a déjà commencé à travailler dessus. Mais effectivement, non, c'est à peu près 85% de nos engagements qui ont été tenus. L'idée, c'est assumer aussi ce bilan que vous portez. C'est pas Absolument. du tout c'est le bilan de Jean-Christophe Poulet, c'est le vôtre aussi. Mais c'est le mien aussi, c'est celui de toute l'équipe. On a quand même été, on a tous, un maire ne fait pas tout seul, et on a tous été d'accord, même s'il y a eu débat parfois sur certains sujets entre nous, mais on est toujours, on est une équipe. C'est un débat aussi qui est vif, mais qui doit rester démocratique. C'est ce que vous dites aussi aujourd'hui. Comment il se passe le débat en conseil municipal en général ? Bien, ça va, ça se passe bien. Non, mais c'est bien de le dire. Oui, non, mais ça se passe bien. Enfin, après, il n'y a pas... Oui, ça se passe bien. Si on parle, on a parlé de sécurité un petit peu, on a parlé aussi de santé, l'éducation, les écoles, c'est un enjeu aussi. Il y a des projets que vous portez aujourd'hui. Oui, c'est un enjeu. La transition écologique, c'est un gros enjeu. On a 3 écoles à Bessancourt, une qui est très récente et qui est passive, donc à énergie passive, donc elle nécessite absolument aucun aménagement puisqu'elle est complètement à jour. En revanche, on a 2 écoles plus anciennes. On veut aussi faire des cours oasis parce que on sait que c'est une nécessité. Il a fait chaud il y a 2 ans, 5 jours, l'année dernière peut-être 10 jours, et qu'il fera de plus en plus chaud. Il faut qu'on préserve aussi la vie des enfants quand ils sont à l'école, qu'on préserve leur qualité de vie, et puis aussi celle de toutes les équipes éducatives. À quoi vous voulez qu'elle ressemble la ville à la fin de votre mandat ? C'est quoi la vision ? Évidemment, tout ne sera pas faisable. Alors la vision pour moi, c'est une ville qui protège, qui préserve. C'est-à-dire il faut qu'on préserve notre cadre de vie. Il faut qu'on préserve un cadre de vie au sens large, qu'on préserve aussi nos espaces naturels, et ça c'est extrêmement important parce que ça peut être fragile si certaines personnes avaient des projets, ça serait très compliqué, et nous on préservera ces espaces. Préserver nos services publics aussi, c'est important. Bien sûr, surtout dans une petite commune à l'échelle du Val-d'Oise. Absolument, on parlait tout à l'heure de l'augmentation de la population, il faut qu'on préserve les services publics, et puis être toujours plus solidaire, parce que la solidarité c'est extrêmement important, plus dynamique aussi envers les jeunes, et puis on parlait de transition écologique, ça c'est évidemment un incontournable. Il faut absolument qu'on s'engouffre le plus possible dans ce sujet-là. Un dernier mot sur la participation citoyenne. C'est un sujet qui revient beaucoup aussi dans les campagnes en ce moment. C'est quoi votre vision aujourd'hui de la participation des citoyens à la commune ?
Voilà, vous en parlez. J'ai envoyé un courrier aujourd'hui à des habitants d'un quartier de Bessancourt, justement, pour leur proposer de les consulter, de consulter tous les habitants du quartier sur l'emplacement d'un futur City Stade. C'est important parce que on a une vision, nous élus, de ce qu'on veut faire, mais on ne peut pas toujours se mettre à la place des habitants. Et c'est intéressant toujours de consulter les habitants. Et donc la démocratie participative, oui, évidemment, c'est important. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, les classiques, Instagram, Facebook. Voilà. Tous les réseaux classiques sur lesquels absolument, on retrouve oui. toutes les campagnes Ouais. à peu près. Merci Nathalie Dervaux Je vous d'avoir en été prie. avec nous, tête de Je vous liste en prie. dynamique Bessancourt. Les sapeurs-pompiers sont intervenus hier vers 13h à Véteuil après l'effondrement d'un mur dans la Grande Rue. En cause, une rupture de canalisation ayant provoqué un mouvement de terrain. La terre a dévalé une pente entraînant l'écroulement d'un mur en pierre sur une quinzaine de mètres au-dessus des caves de 3 pavillons. Aucune victime n'est à déplorer, mais une maison a dû être évacuée et 8 habitations ont été privées d'eau. Le délégataire du réseau, Suez, a déployé des équipes pour localiser la fuite et a distribué des bouteilles d'eau aux riverains. Des expertises sont prévues pour vérifier la solidité des constructions, tandis que l'accès à certaines caves et jardins a été interdit par précaution. Depuis janvier, il témoigne d'une augmentation de retards et de bus supprimés ou trop remplis, ce qui perturbe leur quotidien de lycéens. Bonsoir Lou, bonsoir Alexandre, bienvenue sur RGB. Alors racontez-nous, quand est-ce que les retards ont commencé ? Alors déjà bonsoir, merci de nous accueillir. En fait les retards ont commencé à partir des nouveaux changements qui ont été proposés par Île-de-France Mobilité Transdev en fait depuis le 5 janvier. Donc depuis ce jour-là en fait beaucoup de constats ont été faits par plusieurs élèves, surtout suite à nos témoignages et aux témoignages d'une soixantaine d'élèves en fait, des retards et de la ponctualité ainsi que beaucoup de bus qui ont été bondés et des horaires inadaptés. Et également, en fait, certains élèves du lycée, leur bus ne passe même plus dans leur village, en fait. Donc, il y a un manque de participation, en fait, au niveau des bus, en fait, dans les zones rurales très éloignées, en fait. Et du coup, vous avez lancé ce compte Instagram qu'on peut retrouver, je crois que c'est Transport Collectif. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets que vous avez documentés ? Alors le compte Instagram c'est Transport Pissarro, c'est en fait un collectif qu'on a lancé avec Lou, elle m'a beaucoup aidé, elle était présente lors de la rencontre. En fait c'est un endroit pour avoir tous les recueils des lycéens sur les problèmes de transport pour voir le contexte général de la situation. Parce qu'il faut savoir qu'au début, on avait tenté de créer une communauté WhatsApp, mais on avait mis des affiches, mais on s'est dit qu'un compte Instagram, ça serait plus visible. Et notre lycée avait déjà organisé un blocus, et ils avaient fait un compte Instagram dédié. Donc ils ont pu nous aider à avoir de la visibilité, ce qui nous a permis de recueillir pas mal de témoignages. Et on a aussi été interviewé par un journaliste de la Gazette, ce qui a encore aussi contribué à donner de la visibilité aux problèmes des lycéens concernant les transports. Alors justement, vous parlez du lycée. Est-ce que vous avez reçu un soutien de l'établissement scolaire par rapport à ces problématiques ? Alors moi j'ai essayé de contacter la direction mais ne voulait pas participer à l'initiative, donc c'est vraiment en dehors en fait de l'administration du lycée. Sinon j'ai contacté, le collectif a contacté en fait les associations de parents d'élèves qui ont voulu nous soutenir et aussi nous donner les témoignages qu'ils avaient reçus. Car lors de ces contacts, ils m'avaient informé qu'ils avaient eu aussi beaucoup de témoignages auprès des parents d'élèves qui étaient sollicités par les enfants le matin pour les emmener et aussi par des élèves directement en personne. Parce que ça concerne un peu tout le monde finalement. Vous parlez du Vexin, mais en fait ça concerne aussi les bus de Cergy-Pontoise. Vous avez parlé à un moment des bus les 1202, etc. Donc ça concerne et le Vexin et Cergy, c'est ça ? Les bus du 1202, ils vont à Cergy-Préfecture, mais ils commencent également dans le Vexin avec Auvers-sur-Oise, Valmondois. Et donc, nous, on parle des bus 1102, la ligne qui est spécifique au lycée Camille Pissarro. Et donc, c'est des bus qui, au lieu d'aller en direction de Cergy-Préfecture, vont monter la côte pour permettre aux élèves d'arriver au lycée. Le problème, c'est que sur Auvers-sur-Oise, il y a 2 bus qui ne partent pas au même endroit et que souvent, le premier ne passe pas, ce qui fait que tous les élèves qui n'ont pas la possibilité d'avoir le deuxième doivent soit prendre un autre bus et refaire un changement à Pontoise ou monter la côte à pied. Et c'est très compliqué d'arriver à l'heure dans ces cas-là. Forcément, et du coup ça peut engendrer de la fatigue, du stress par rapport à ça, ou même par rapport aux absences qui sont justifiées. C'est ça. En fait, il y a sur Parcoursup, c'est affiché toutes les absences, toutes les manques de ponctualité des élèves qui ne sont pas de leur faute en fait, parce qu'on n'a pas la main dessus. Mais en fait, oui, c'est vraiment un gros problème, et aussi sur
la gestion en fait de l'emploi du temps, parce que beaucoup d'horaires sont inadaptés en fait aux fins de cours. En fait, il y a souvent en fait, moi par exemple, je finis à 16h30, le bus passe à 16h25, donc je suis obligé d'attendre de celui de 17h07. Donc c'est pas possible de faire ça. Et beaucoup, parmi les témoignages, oui, soulignaient des problèmes de stress, aussi beaucoup de problèmes en fait de fatigue par rapport à ça, parce que se lever très tôt le matin parce que il y a un bus qui est pas fait pour en fait pour accueillir autant de personnes et une influence telle, c'est pas sous notre responsabilité, et c'est vraiment, ça procure beaucoup de fatigue auprès des élèves. Et du coup, vous êtes jeune, vous êtes au lycée. Comment ça vous est monté l'idée de créer ce collectif, et quelles actions vous avez menées jusqu'à maintenant, et comment vous avez réussi à contacter des médias, nous par exemple, mais aussi la Gazette dont vous parliez tout à l'heure? Alors moi déjà j'avais signalé au syndicat en fait le 12 janvier. Donc j'avais signalé en fait un problème sur ma ligne. Moi je prends la 1103, j'habite à Marine en fait, et cette ligne était très très bondée. En fait, il y avait qu'un seul bus le matin à 7h47. Il était en retard et il était surtout bondé, donc le bus passait, ne nous prenait même pas, donc on n'allait pas en cours, on devait attendre le prochain 1 heure après. Donc c'était ça. J'ai contacté également les mairies de Pontoise, Osny et Marine, voilà, sur ce problème, ainsi que l'association des parents d'élèves du lycée Camille Pissarro. Mais en fait, c'est vraiment en fait, un ras-le-bol que j'avais du fait qu'en fait, je payais le bus, je payais le Navigo pour même pas le prendre. Donc c'est un peu contradictoire en fait par rapport à ce qu'ils proposent. Et je me suis dit, en fait, je peux pas moi tout seul avoir une parole. J'ai besoin de plus de personnes. Donc je suis allé témoigner, j'ai rencontré des élèves qui ont le même problème. On a monté du coup ce collectif, ce compte Instagram, contacté du coup la Gazette qui est venue faire une rencontre, un article qui est apparu mercredi. Et c'est vraiment en fait le fait de voir que c'est pas un cas isolé en fait, c'est un cas concret de toutes les lignes en fait, qu'il y a un problème de transport en fait scolaire dans le Vexin. Alors, Île-de-France Mobilité a annoncé du coup dans l'article que vous parlez des mesures. C'est insuffisant selon vous? Pour moi, oui, c'est insuffisant parce que il y a eu, je prends pour mon cas concret, mais également pour toutes les personnes qui ont témoigné, en fait, il y a un manque, malgré ces ajustements qu'ils font, il y a un vrai manque en fait de ponctualité des horaires. Parce que le matin, en fait, les bus sont souvent en retard à 15 minutes, 20 minutes sur certaines lignes. Et en fait, c'est pas possible de venir plus tard, surtout que nous, notre lycée, en fait, s'il y en a un retard, on n'est pas forcément accepté par les professeurs et on peut être refusé en cours. Donc attendre 1 heure dans le froid et tout, c'est pas vivable en fait pour les élèves, et c'est en fait quelque chose qui touche tout le monde. Et il faut savoir aussi que quand on arrive en retard et que les professeurs nous acceptent, s'ils notifient sur Parcoursup qu'on est en retard, c'est quelque chose qui n'est pas justifiable et qui donc sera remonté sur Parcoursup sans motif. Alors que si on a une absence, on peut la justifier, mais ce ne sera pas un motif entre guillemets acceptable, parce qu'ils n'auront pas reçu d'alerte de l'entreprise des transports. Généralement, certains professeurs disent vous dites que votre bus est en retard, mais on n'a pas reçu d'alerte sur Pronote. Donc ils considèrent que c'est de notre faute. Merci à vous deux, du coup, Lou et Alexandre, pour votre témoignage. On peut vous retrouver, comme je l'ai dit, sur le compte Instagram Transport Pissarro, je ne me trompe pas. Merci. Alors, pardon. Merci. Vous luttez, du coup, vous êtes à l'origine d'une mobilisation contre les nombreux retards de bus. Une soirée d'improvisation théâtrale demain soir à la MJC de Conflans-Sainte-Honorine. 3 comédiens de la compagnie Constellation Éphémère seront accueillis par la scène de l'espace Michel Rocard pour une soirée nommée Livre ouvert. Les spectateurs sont invités pour les besoins de ce spectacle interactif à apporter toutes sortes de livres, que ce soit un roman, une BD ou même le programme TV, tarif unique, proposé à 5 €. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain à 18h sur le 99.2 FM, radio-rtb.net. Je laisse évidemment la parole à Damien pour la programmation de la soirée. Et du côté de la programmation sur notre antenne, vous aurez encore une fois du très grand choix en termes de musique, puisqu'il sera question de musique et de programmation sous toutes ses formes.
À l'antenne, donc, vous retrouverez à partir de 19h Focus Forum avec Alexandre Ken, le même Alexandre Ken que vous retrouverez aussi à 20h pour la Minute Métal francophone. Alexandre Ken comme Ken et Barbie, mais ça ne s'écrit pas pareil. Votre soirée sera ensuite rythmée à partir de 21h par Claude Lange et sa libre antenne en sauce antillaise à 200%. Enfin, de minuit à 3h du matin, vous retrouverez la session de rattrapage, ou autrement dit la rediffusion de l'émission Cocktail Rare Groove avec DJ Badem, DJ As et Pat Ladinam, nos 3 DJ résidents que vous retrouverez chaque samedi de 16h à 19h en direct. Et si vous ne pouvez pas le retrouver le samedi, donc vous avez compris, ça rythme votre nuit du jeudi au vendredi de minuit à 3h du matin. Très bonne soirée à l'écoute de RGB sur le 99.2 FM, ça c'est la fréquence, vous la connaissez par cœur, 99.2 FM. Radio-RGB.net, ça c'est pour le streaming, bien sûr, sans frontières et au-delà du Val d'Oise. Ou encore les applications pour mobile, les radios associatives ou Radio Player et plein d'autres. RGB en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise et bien plus encore.